C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans à l'attente de votre émission F Active, le magazine de la femme. Comme vous le savez, Télé Congo a l'habitude de découvrir les talents, surtout les talents féminins. Et cette fois-ci, nous venons avec une dame qui est quand même dans une spécialité assez particulière parce qu'elle est dans le recyclage. Le recyclage, c'est-à-dire des personnes que nous avons l'habitude de rencontrer dans les rues en train de fouiller les poubelles. Alors cette femme est dans cette activité, mais ce qui est assez spécial, c'est que du recyclage qu'elle fait, il en ressort des choses extraordinaires. Alors c'est le parcours d'une jeune dame ayant passé la plus grande partie de son enfance à Ifondo, le chef-lieu du département de la Likwala. Et cette dame a accepté donc de se prêter à notre micro pour pouvoir répondre à certaines de nos questions et surtout pour pouvoir nous dire exactement ce qui l'a emmené à choisir cette spécialité en tant que jeune femme. Et je sais que vous vous posez sûrement la question de savoir c'est qui cette dame. Mais soyez tranquille, soyez patient. Comme vous savez, nous avons pour coutume de commencer cette émission par le portrait. Et de ce fait, je vous invite d'abord à découvrir avec moi le portrait de cette dame qui nous permettra déjà de savoir exactement, d'avoir une idée surtout sur le parcours de la dame. Et nous reviendrons sur ce plateau pour la présentation de notre invitée. On se retrouve donc tout de suite après. Grande d'1,60 m, Madame Gédélia Kubanza est une très jeune femme congolaise âgée pourtant de moins de 30 ans, mais avec un parcours incroyable. Entrepreneur environnementale et fondatrice de la Jetcar Company en cycle Jacques, elle incarne le modèle de réussite d'une jeune dame ayant passé une grande partie de sa jeune enfance à Ifondo, le chef-lieu de la Likwala au nord du pays. Après avoir donc fait son école primaire à l'école catholique Marie Mopiako d'Ifondo, Madame Gédélia rejoint Brazzaville pour y passer son BEPC au groupe scolaire La Fleur de Mukondo et son lycée à Gongaïdoire. Études suite auxquelles Madame Gédélia Kubanza fit son entrée dans le monde professionnel en 2017 en qualité de secrétaire de direction et d'entrepreneur à temps partiel. Elle a accumulé plusieurs postes, à savoir ceux de secrétaire et d'assistante dans plusieurs entreprises de la place, lesquelles expériences lui ont d'ailleurs permis de développer des compétences nécessaires et requises à la bonne gestion d'entreprise. En novembre 2022, Madame Gédélia décide de se lancer dans l'entrepreneuriat à plein temps au travers de son projet nommé la Jetcar Company en cycle Jacques. La Jacques qui est spécialisée dans la valorisation des déchets tout en leur redonnant une seconde vie dans la collecte, le tri et la transformation des déchets. À noter que les déchets transformés servent pour la fabrication d'articles de décoration d'intérieur et d'accessoires de mode tels que les sacs, les bijoux, les meubles de maison de tout genre, les tables bancs y compris, les marmites, j'en passe. Nous avons là le parcours extraordinaire d'une jeune femme, d'une autodidacte et surtout d'une dame pleine d'ambition ayant réussi à se frayer un chemin dans le monde concurrentiel de Brazzaville, nonobstant toutes les difficultés auxquelles elle a fait face. Fière de sa fille, son père, Monsieur Kubanza, qui est aussi celui qui l'a encouragée depuis toujours lorsque le monde l'a jugée, la fustigeait et l'a découragée à cause de son ramassage des ordures, a accepté de se prêter au micro de Télé Congo pour pouvoir répondre à nos questions et surtout pour donner un témoignage sur sa fille. Bonjour à tous. Je m'appelle Michel Kubanza. Je suis le père de Gédélia Kubanza. Je fais cette vidéo pour faire un témoignage qui la concerne. Depuis son bas âge, Gédélia Kubanza est dégagée et je la compare à ma défunte mère, paix à son âme. Ma mère était dégagée, elle était ouverte et très entreprenante. Et justement, ce sont ces qualités que Gédélia a héritées
À propos de son activité sur le recyclage des déchets, je la suis de loin et je l'appuie, je l'encourage parce que nous vivons aujourd'hui les dérèglements climatiques et le recyclage des déchets est une activité très importante pour la sauvegarde de la biodiversité. Et au-delà de l'activité, il y a aussi l'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes attendent tout des parents. C'est tout à fait normal, mais je pense que avec la donne actuelle, il est aussi possible qu'un jeune garçon ou une jeune fille ait un projet et une initiative, quitte à solliciter le soutien, quitte à solliciter le financement de ceux qui peuvent le faire. Donc, je l'encourage fortement dans cette activité. Voilà, vous venez donc de suivre Madame Gédélia. Madame Gédélia est là sur notre plateau, le plateau de Télé Congo. Et Madame Gédélia, bonjour. Bonjour, Madame Liliane. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs, c'est vrai qu'ils vous connaissent déjà, ils vous ont déjà vu au travers du portrait, mais vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Je suis Gédélia Kubanza, entrepreneur environnemental et fondatrice de la Jetcar & Company, en sigle JAC, qui est un département recyclage de l'association ISIC. Madame, nous avons vu que vous avez passé la plus grande partie de votre enfance à Ifondo. Oui, effectivement. Vous avez des souvenirs? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous avez tiré de ce parcours-là? Vous y êtes né ou bien vous êtes né à Brazzaville? Je suis née à Brazzaville. J'ai passé la grande partie de mon enfance, je dirais quasiment toute mon enfance, à Ifondo, le chef-lieu de la Likoala. Et je retiens beaucoup de souvenirs de cet endroit-là. Des exemples? Des exemples, par exemple, déjà pour commencer, mon père, il est pasteur. Donc, il a été envoyé pour mission d'évangélisation de le chef-lieu de la Likoala. Et là-bas, il était censé gérer l'église. Et donc, ma mère, étant une âme d'artiste au plus profond d'elle, elle était amenée à gérer les activités culturelles de l'église. Et l'église, c'était une très petite église, donc n'ayant pas un grand budget. Ma mère a commencé à m'entraîner dans le recyclage, notamment à à faire les spectacles de l'église, à faire des châteaux avec rien. Parce que, comme je dis, hein, c'est une petite ville avec une petite église qui a un petit budget. Donc, on n'avait pas les moyens de faire des spectacles de théâtre, de danse comme il se devait, comme en ville. D'où on était amené vraiment à faire avec ce que l'on avait. Et donc, je m'en souviens, on partait voir un monsieur qui jetait souvent les cartons. Et on partait prendre les cartons là-bas, on peinturait et on faisait des châteaux pour illustrer la naissance de Jésus, pour illustrer certaines histoires bibliques avec les trucs pris entre guillemets dans les déchets, transformés, et on en faisait quelque chose de beau. Voilà, donc on peut dire que Ifondo pour vous rappelle l'apprentissage que vous avez fait du recyclage, c'est ça? Exactement. Je pense que c'est là où tout a commencé. D'accord. Alors, Madame Gédélia, aujourd'hui, en tant que jeune femme, vous êtes jeune femme, vous avez quand même choisi une spécialité assez particulière, hein, le recyclage. Est-ce que l'idée vous est venue juste du fait que votre mère vous y ait entraîné ou bien vous avez développé une sorte de passion? Déjà, de base, je suis entreprenante, comme mon père l'a dit, je suis entreprenante depuis que je suis toute petite. Et quand j'étais en primaire, c'était d'abord l'idée que ma mère m'avait transmise. En grandissant, en pratiquant, j'ai commencé à développer une passion. Comme on dit vulgairement, la petite vie en mangeant. Donc, j'ai développé une passion suite au recyclage. Et chemin faisant, ma mère est tombée gravement malade. Elle a eu une très, très longue maladie, pratiquement 9 ans de maladie. Et après, elle est décédée. Et quand elle est décédée, je me suis dit, ma mère, c'est quelqu'un qui a marqué ma vie. C'est vraiment un pilier, en fait, qui m'a beaucoup soutenue quand j'étais enfant. Et je me suis dit, je dois honorer cette dame.
cette femme forte qu'elle a été, il faudrait que je l'honore. Et je me disais, mais comment je dois faire pour honorer la mémoire de ma mère? Qu'est-ce qu'elle m'a laissé de concret que je peux reproduire pour honorer sa mémoire? Et je me suis rappelée de Jimfondo, justement. Je me suis dit, j'ai repensé à tout ce qu'on a vécu avec ma mère à Infondo. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire de ça vraiment une structure, en fait, vraiment faire de ça une entreprise, quelque chose de concret pour honorer la mémoire de ma mère. Et donc, c'est là d'où est partie l'idée de la Jet Crane Company, d'où je me suis lancée dans le recyclage, donner une seconde vie aux objets, premièrement par passion et deuxièmement, je dirais, pour honorer la mémoire de ma mère. Là, nous en arriverons, Madame Jedilya, mais on aimerait savoir, avant d'y arriver, déjà, quand vous étiez sur le banc de l'école, vous êtes partie de l'école, après l'école, vous êtes tombé directement, je pense, dans les expériences de secrétariat, c'est ça? Oui, exactement. Vous avez travaillé à plusieurs endroits comme secrétaire et puis assistante. Oui. Vous nous parlez un peu de ces expériences-là? D'accord, donc lorsque j'ai fini mon parcours secondaire, j'ai eu mon bac. Pour des raisons familiales, quelconque raison, ça fait que je n'ai pas poursuivi mes études universitaires. Donc j'ai fait une formation... Vous êtes arrêté à quel niveau? Le bac. D'accord. J'ai fait une formation secrétariat. Après 3 mois, j'ai été recrutée en tant que secrétaire. Grâce à Dieu, j'ai eu cette chance-là. Et j'ai commencé à travailler en tant que secrétaire en 2017. Chemin faisant, j'ai accumulé des postes d'assistante de direction. Rien qu'avec le bac? Oui. D'accord. Et ma formation. D'accord. J'ai également travaillé en tant qu'assistante de certains chefs d'entreprise, ce qui m'a donné l'expérience à la bonne gestion d'une entreprise. Mais on vous prenait juste avec le bac, comment ça se passait? Il n'y avait pas... Voilà, généralement on recrute dans les entreprises avec licence, je sais pas, licence BTS. Comment ça se passait? Voilà. Déjà, premièrement, quand j'ai eu mon premier boulot, c'était par cooptation. C'était un de mes anciens professeurs qui avait vu mon potentiel, qui s'était dit que, après ma formation, qui m'avait recruté dans son cabinet. Et mon deuxième boulot également été par recommandation. Et donc l'expérience que j'ai eue, ces 2 expériences m'ont permis de mieux me vendre sur le marché. Parce que lorsqu'on sort d'une formation, on a des compétences basiques qui ne sont pas concrètes sur le terrain. Mais ayant eu 2 expériences avec, par cooptation et par recommandation, ça m'a permis de m'affirmer sur d'autres postes jusqu'à aller travailler avec certaines personnalités de la place, en tant qu'assistante et gérer certaines entreprises de la place. Et à partir de là, vous avez quand même eu à acquérir beaucoup plus de connaissances, de l'expérience. Vous avez multiplié ces expériences-là. Et ça vous a permis de devenir beaucoup plus aguerri dans l'assistanat ou bien le secrétariat, ou vous pensez que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre? Donc, la vie déjà est une grande école, on a toujours à apprendre, on ne cessera jamais d'apprendre. Et je dirais que quand j'ai commencé en secrétariat, mes connaissances étaient limitées parce que je faisais que la saisie, gérer les entrées, je faisais la réception téléphonique et physique des clients, c'était basique. Mais quand j'ai commencé à travailler en tant qu'assistant de certains chefs d'entreprise, ça m'a donné une vision assez large sur les services d'une entreprise, sur la gestion d'une entreprise, gestion managériale et gestion financière. Je me pose la question de savoir, voilà, nous avons une jeune dame qui a le bac et puis qui commence directement à travailler. Je me demande un peu, qu'est-ce qui vous y a emmené? Vous aviez quel courage? Vous aviez quel... Bref, expliquez-nous un peu. J'ai vraiment besoin de savoir ce courage-là que vous aviez, voilà, de chercher à vous affirmer dans une atmosphère très professionnelle, entourée surtout de personnes qui étaient beaucoup plus diplômées que vous. Exactement. Comment ça se passait? Est-ce que vous n'avez pas subi le rejet? Comment vous avez fait pour vous perfectionner? Quelles sont les petites formations que vous aviez eu à faire? Parce que ça donne l'impression que, tout simplement avec le bac, vous êtes arrivé à réussir. Et beaucoup de jeunes qui ont le bac peuvent se dire qu'ils sont capables également de travailler dans les administrations rien qu'avec le bac. Votre plus là, ce plus-là, on aimerait bien en savoir. Donc je ne dirais pas que je suis arrivée à réussir, c'est peut-être un peu trop enjoliver la situation, mais je dirais plutôt lorsque j'étais en terminale. J'ai eu un déclic lorsque j'étais en terminale, j'ai fait mon bac 2 fois. Et mon but à moi était de rendre ma mère fière en fait. Et ma mère n'a vu que mes échecs. J'ai fait mon bac 2 fois, elle a vu mes 2 échecs. C'est quand elle est décédée que j'ai eu mon bac. Et une fois que j'ai eu mon bac, je suis allée à la bibliothèque. J'étais abonnée là-bas, je voulais suivre un film. Et il y avait un titre qui m'avait intéressé, on avait écrit « Réussir ou mourir ».
Et ce titre, c'est vrai que le film, quand je l'ai suivi dans le fond, il n'était pas vraiment captivant, mais c'est le titre en fait. C'était Réussir ou mourir. Et c'était le déclic en fait. Je me suis dit, c'est pas parce que je suis issue d'une famille qui n'a pas vraiment des moyens que je dois me limiter à ça. Je dois me battre pour être qui je suis. Au fond de moi, j'ai toujours rêvé la grandeur. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit à ma mère que non, moi, quand je serai grande, je veux construire des entreprises, j'aurai des maisons d'étage, des voitures, depuis quand j'étais enfant. Et les conditions ont fait qu'avec ma famille qui n'avait pas assez de moyens, je n'ai pas pu avoir un au niveau scolaire, mais je me suis toujours dit dedans de moi que je ne me laisserai pas les conditions sociales me limiter. Je ne laisserai pas ma famille, les conditions de ma famille me limiter. Je dois aller au-delà de ce que la société enfin, n'a pas pu me donner. Et d'où ça a été le déclic avec ce film Réussir ou mourir. Et c'est devenu mon slogan. Je me disais, ou je réussis ou je meurs. Donc je n'avais pas le choix, c'est réussir ou mourir. Donc je me suis donné les moyens de réussir. Quels sont ces moyens en fait que vous avez donnés? Justement, j'ai fait des nuits blanches où je lisais beaucoup de livres. J'étais tout le temps sur Internet pour me former. Quand je faisais mes formations, on ne donnait que les trucs basiques. Donc moi, je m'arrangeais quand j'étais à la maison de refaire mes formations, d'aller sur Internet pour perfectionner tous les points que j'avais à mentionner que le prof n'avait pas peut-être bien développé, à les développer chez moi à la maison. Et notamment, vu que je n'ai pas eu un cursus académique, donc j'ai fait des conférences, mon cursus académique. J'assistais à toutes les conférences possibles. J'assistais tellement aux conférences que même dans mon algorithme Facebook, m'envoyait des rappels de conférences. J'étais vraiment abonnée aux conférences. J'avais même un cahier spécial conférence. Donc quand j'allais dans une conférence, j'écrivais tout. Pour moi, c'était comme une école pour moi en fait. J'écrivais tout ce que je pouvais voir et arrivé à la maison, je ne m'arrêtais pas à ça. Arrivé à la maison, j'essayais d'approfondir tous ces points qui ont été abordés. Donc je dirais que c'est un peu ça qui m'a permis de me perfectionner, d'aller au-delà parce que de nature, je suis très perfectionniste et quand j'étais au bureau, si je fais une erreur ou mon patron me fait une remarque, arriver à la maison, pour moi, ce n'est pas une remarque seulement. Je vais écrire cette remarque-là, je vais mettre en place les points forts, les points faibles, comment m'améliorer, comment travailler pour être l'assistante idéale. J'ai vu même des films, je faisais tout, en fait, je suivais des films de télévision, des séries qui parlaient de l'assistanat, qui parlaient du secrétariat, des livres, des documentaires. En fait, j'ai créé un environnement qui m'a permis de me perfectionner, vraiment un environnement qui me mettait à fond dans ce que je faisais, notamment les conférences, les films, les livres, les séries. Je suivais, si je pars à la télé, je vois une émission, un film ou une série qui n'a rien à voir avec ce que je fais, je ne regarde pas. Je me suis imposé une rigueur où je ne peux suivre que les séries liées au secrétariat, les films liés au secrétariat et les livres liés au secrétariat. Vous avez des exemples de films liés au secrétariat et d'exemples de séries liées au secrétariat? J'avais suivi un film, c'était La secrétaire parfaite. D'accord. C'était un film que j'aimais bien, je le regardais en boucle. Oui, ça, je l'ai aussi suivi, oui. Je le regardais en boucle encore et encore. Et je suivais une série dont j'ai oublié le nom, qui m'a également permis d'avoir ces titres de films. Chers téléspectateurs, nous avons là donc une jeune dame de moins de 30 ans, pleine d'ambition et surtout une dame forte, tout simplement parce qu'elle ne s'est pas laissée limitée par les circonstances de la vie. Madame Gédélia nous le dit. Elle a été limitée dans ses études par le fait que les parents n'avaient peut-être pas les possibilités de pouvoir l'emmener à aller beaucoup plus loin dans les études. Mais elle n'a pas voulu s'arrêter là. Elle a creusé et creusé. Elle s'est bâtie un environnement autour d'elle, un environnement qui pourrait lui permettre justement d'arriver à atteindre son objectif étant de devenir la secrétaire et l'assistante parfaite, comme elle vient de le dire. Un exemple pour les jeunes dames également qui pensent que parce que les parents n'ont pas les moyens de les accompagner, nous avons des dames qui se jettent dans la rue, nous avons des jeunes dames également qui se jettent sur le trottoir tout simplement parce qu'elles prennent pour alibi le fait que les parents ne les assistent pas. Madame Gédélia, on aimerait savoir si les conférences que vous aviez eu à faire, disons les conférences dans lesquelles vous aviez eu à participer, c'était des conférences payantes? Non.
gratuite. Je n'avais pas les moyens pour payer une conférence. Même quand c'est 1000 francs, je n'avais pas les moyens. Et des fois, je me déplaçais. Des fois, il y avait des conférences qui se passaient au rectorat. Je vivais à Mukondo et je quittais la maison à pied pour revenir à pied. Parce que je n'avais pas les moyens pour me payer le transport qu'il fallait. Je n'avais pas les moyens pour payer les conférences payantes. Donc, je m'attardais des conférences gratuites. Et même quand je partais sur Facebook pour rechercher les conférences, j'écrivais conférences gratuites sur Brazzaville. Et du coup, Facebook m'affichait toutes les conférences qui étaient gratuites. Mon algorithme était focalisé que sur les conférences. Et quand je rentrais sur mon Facebook, je ne voyais que des conférences. Je ne voyais rien d'autre. Il n'y avait pas des vidéos bizarres ou des filles qui s'exhibent. Je ne voyais ça s'affiche, même jusqu'à maintenant, ça ne s'affiche même pas sur mes réseaux sociaux. Je ne suis même sur mes réseaux sociaux, je suis concentrée que sur ce que je fais, sur l'entrepreneuriat, sur les conférences, sur tout ce qui me permet de me développer personnellement et professionnellement. Alors, madame, là, nous avions parlé de votre vie professionnelle, hein, parce que je pense que ce sont toutes ces expériences que vous aviez eu à acquérir, là, qui vous ont emmené justement à mettre en place votre propre société. Là, voilà. Et nous aimerions savoir, cette transition a eu lieu à quel moment et pourquoi? Pourtant, vous vous en sortiez peut-être déjà un peu bien du fait que vous soyez passé d'une société à une autre. Et ça vous permettait déjà d'avoir un gagne-pain. Pourquoi avoir pensé à mettre en place votre propre structure? Premièrement, j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur depuis que je suis enfant. Et quand j'ai commencé à travailler, c'était pas pour être salarié toute ma vie. Dès le départ, c'était l'objectif était que non, je travaille pour construire une entreprise. Le déclic a commencé au moment où je me suis rendu compte que dans les entreprises où j'ai travaillé, je n'ai pas eu de très bonnes expériences dans l'entreprise. C'est-à-dire? Quand vous arrivez dans une entreprise, déjà que vous n'avez pas le niveau qu'il se doit, et qu'on vous recrute parce que vous êtes bien vendu, certes, mais une fois dans le travail, il y a toujours ce côté où on me reprochait de ne pas être à ma place. On me reprochait que cette place méritait une personne qui avait un master ou une licence. Vous fustigez en fait. Oui, justement. La stigmatisation. Exactement. Le rejet également. Où on me disait, mais pourquoi on l'a mis là? Pourquoi pas prendre quelqu'un qui a un master à sa place? J'ai occupé des postes de responsabilité également dans une entreprise où j'étais responsable service client et j'avais le bac. Ma secrétaire avait une licence. Donc vous voyez un peu qu'elle a plus de diplômes que moi, mais elle a un rang inférieur à moi. Et donc il y avait toujours ce côté-là où on me faisait remarquer que c'est comme si on me disait qu'on te fait une faveur. T'es compétente, c'est vrai, mais on te fait une faveur. Donc accepte ça. Et je me suis dit, je ne peux pas me contenter de ça. Je ne peux pas accepter qu'on me stigmatise comme ça. D'où je me suis dit, je vais mettre en place une entreprise. C'était un projet depuis longtemps. Et j'ai eu le déclic en 2022, en novembre, parce que novembre était également le mois de naissance de ma mère. Donc c'est là que j'ai eu le déclic, je me suis dit, je me lance. Et je me suis lancée, pourquoi? Là où je travaillais, l'entreprise avait fait faillite. On m'avait proposé de faire 3 mois de service gratuit avec une rémunération, peut-être. Ce n'était pas garanti. Je me suis dit, je ne peux pas venir travailler 3 mois sans être rassurée que je serai rémunérée après ces 3 mois-là ou pas. Et il me restait mon dernier salaire, je me suis dit, là, c'est réussir ou mourir. Ou je me lance dans l'entrepreneuriat, je fonce, ou soit je me limite à ce que je fais et je me limite à ça. Et je me suis dit, là, c'est vraiment, je vais me lancer. J'ai pris mon courage à deux mains. J'assure que ce n'était pas facile, en tout cas. Ce n'était pas facile de quitter du salariat où il y avait une sécurité financière et dans l'entrepreneuriat où il y a vraiment l'incertitude, un projet qui n'a pas encore vu le jour. On se demande, est-ce que les Congolais vont accepter ce projet-là ou pas? C'est vraiment un risque que je m'étais dit que je dois prendre. C'était ce risque que j'ai pris. Et j'ai dit ça, je dois faire un truc avec ça. Donc j'ai payé le logo. Et quand j'ai payé le logo, je n'avais plus rien. J'ai dit à ma soeur, bon là j'ai fait le logo, je vais communiquer comment ma soeur a dit, commence par faire des prototypes, commence à offrir gratuitement des sacs aux gens, commence à faire une banque d'images. Donc elle m'a remis 10 000 francs. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Avec les 10 000 francs? Oui. Vous les avez utilisés comment, les 10 000 francs? Déjà pour commencer, donc je ramassais un peu les déchets par-ci par-là, notamment les cartons et tout qu'on sort. J'ai demandé à une dame qui faisait également les sacs dans ce que je fais pour me former. J'ai dit en tout cas, je n'ai pas d'argent, si tu peux me former et je vais t'aider, je vais te rendre des services en retour. Donc on s'est entendu comme ça et elle m'a pris les trucs basiques en tout cas. Elle a dit, je t'apprends le basique et après tu pourras voir comment te perfectionner. Elle m'a pris les basiques et donc la formation a été plus ou moins gratuite, excusez-moi.
Il m'a pris du basique. Avec ces 10 000 francs-là, j'ai acheté le matériel qu'il fallait, notamment des tissus, notamment tout ce qu'il faut pour ajouter les manches de sacs. Et j'ai commencé à faire mes tout premiers sacs. Et j'ai dit à mon père que je faisais des sacs. J'en ai parlé à une partie des gens que je connaissais qui vivaient en Europe. Et c'est eux qui ont commencé à m'encourager, à m'envoyer pour acheter depuis le Congo. Donc mes premiers sacs que j'ai vendus, je n'ai pas vendu au Congo. Je les ai vendus en Europe. Et c'est là que ça m'a permis un peu de booster l'activité, de faire plus d'images et de racheter, de perfectionner même la qualité que j'avais commencé. Et donc c'était un peu ça. Merci madame, mais comment avez-vous vécu le regard extérieur? Parce que déjà ceux de l'Europe achètent des sacs fabriqués avec du matériel de recyclage. Hein. Mais ici, c'est pas trop culturel chez nous. Je crois que nous commençons à nous habituer à cela au fur et à mesure. Mais comment vous aviez vécu ça, le regard extérieur des gens, votre entourage? C'était pas facile. Le regard, c'est ça qui m'a fait le plus mal parce que moi, lorsque j'ai lancé ma société, j'ai lancé ce programme, pardon, j'en ai parlé à mon entourage. Voilà, je compte faire ceci, du recyclage. Certaines personnes avaient l'air d'être d'accord, ce que je croyais et je pensais que ça allait me soutenir. Mais à ma plus grande surprise, j'ai été lâchée par les personnes sur qui je comptais. Des exemples? Par exemple, mon petit ami de l'époque m'a abandonné et une amie que je considère comme une sœur m'a abandonné. Heureusement pour moi que mon père, ma sœur et mon oncle étaient là pour moi. Si ce n'était pas là, je pense que ce projet, je n'aurais jamais continué parce que j'ai fait une grave dépression suite au rejet que j'ai eu à vivre de ces personnes-là sur qui je comptais le plus. Parce que c'est vrai que mon père est là, mon père est loin. Mon père est loin de moi. Et ma sœur, déjà, elle n'est pas entreprenante. D'accord. Donc, c'était compliqué de vivre ça parce que ces personnes-là, c'était des gens que j'avais vraiment mis à cœur. Et c'est des Donc, gens... pour récapituler, votre petite amie de l'époque a eu honte du travail que vous faisiez. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire le ramassage d'ordures. Exactement. Il n'a pas voulu avoir une petite amie qui ramassait les ordures. Il n'a pas tout de suite compris le but pour lequel vous étiez en train de faire ce ramassage-là. Est-ce que vous aviez pris le temps de lui expliquer exactement ce que vous deviez faire de ces ordures-là? Ou bien c'était juste l'acte qui l'avait fait fuir? Bon, après, je ne sais pas. J'avais pris le temps d'expliquer à tout le monde que je comptais faire le recyclage, que je comptais faire des sacs, je comptais faire tout ça. J'avais expliqué à tout le monde. Et j'avais déjà commencé à faire des images, à poster sur mes statuts, à poster aux gens qui pouvaient être intéressés. Et donc, je ne dirais pas que je n'avais pas bien expliqué, j'avais suffisamment expliqué. Mais votre amie que vous considériez comme une sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Elle vous a clairement dit ne me contactez plus. Comment ça s'est passé? On aimerait savoir. C'est F Active, chers téléspectateurs. F Active, c'est le magazine de la femme. Là, nous sommes sur du terre-à-terre, tout simplement parce que nous voulons montrer à vous, chers téléspectateurs, que nous ne sommes pas là pour n'exposer que les femmes dans tout ce qui est grandeur, les montages. Nous ne faisons aucun montage. Nous partons des faits véritables, de ce que les femmes ont véritablement vécu, leur parcours également, les déboires, pour permettre à ce que vous, qui ne voulez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat, ou vous, les femmes également, qui pensez que vous ne pouvez pas réussir en partant de rien, que ces expériences soient des occasions pour vous de pouvoir savoir que c'est possible et de pouvoir également que ces expériences vous emmènent à puiser dedans de la force et surtout de la motivation pour pouvoir également réussir. Nous vous présentons des modèles de réussite au travers de F Active. Donc, madame, pour revenir sur notre question, qu'est-ce qui s'est passé avec votre meilleure amie? C'est vous qui ramassez les ordures, c'est pas elle. Maintenant, pourquoi on ne comprend pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle s'est sentie touchée au point de vous rejeter? Honnêtement, je ne peux pas avoir toutes les raisons en tête, toutes les raisons définies. Comme on dit, lorsqu'il y a une rupture qui arrive, dans n'importe quelle relation, peut-être la faute est partagée, entre guillemets. Mais ce que j'ai appris, c'est que ce n'est pas tout le monde qui accepte de voir un projet comme la JAC, comme ça, prendre forme. Parce que, personnellement, je me baladais avec des ordures partout. Si, je ne sais pas, parce que je n'ai pas des vidéos, sinon j'ai ramassé un peu des sacs de la Ville de la Paix. Donc de poteau-poteau, je faisais la ronde de poteau-poteau en allant jusqu'à Rampo-Mongali. Je entrais dans les boutiques des Westaf, je demandais est-ce que je peux prendre des déchets, est-ce que je peux même dans les poubelles? Après, leurs poubelles, eux, c'est pas très très sale. C'est pas comme si c'était à Verda.
Des... Donc, c'était des déchets qui n'étaient pas encore mélangés avec toutes les autres ordures. Donc, du coup, je pouvais des fois transporter quelques cartons, je les mettais avec moi. Vous-même, vous n'aviez pas honte? Évidemment que j'avais honte. J'avais honte, même pour en parler au départ, j'avais honte. Ah, mais donc ça veut dire que la honte des autres aussi est justifiée? Je ne dirais pas que c'est justifié, c'est parce qu'au départ, j'étais engagée, parce que j'avais vu ça à l'étranger, j'avais vu les gens le faire. Je me dit, je vais me lancer parce qu'au départ, je n'avais pas honte. J'ai fait ça avec ma mère quand j'étais enfant. J'ai vu les résultats que ça avait donné, que les gens avaient apprécié. Moi, quand j'en ai parlé aux gens, c'était avec enthousiasme. Et vous l'aviez fait à Ifondo, pas à Brazzaville, en fait? Mais moi, quand j'étais arrivée à Brazzaville, je n'avais pas cette idée-là que les Brazzavillais pouvaient réagir différemment par rapport à cette activité-là. Moi, je l'ai fait à Ifondo quand j'étais enfant avec ma mère. Et quand je l'ai annoncé, j'étais avec beaucoup d'enthousiasme et tout. Je disais, je vais créer une grosse entreprise, une usine et tout. Je me disais, quoi? Mais tu prends la tête, t'attends. Et la réaction des autres, je pense que c'est ça qui m'avait un peu frustrée. Au départ, j'étais très engagée, mais quand les autres ont commencé à montrer une sorte de mépris, de rejet ou de dénigrement face à mon projet, c'est là que ça a commencé à me dire, mais qu'est-ce que j'ai dit en fait? Je me dis, est-ce que j'ai dit un truc qu'il ne fallait pas dire? Est-ce que j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas faire? J'ai commencé à me remettre en question. Mais au départ, c'était vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté que je m'étais lancée. Et le regard des autres m'avait beaucoup démotivée. J'aime arriver au point où je ne parlais plus de mes projets aux gens. Parce que je me disais, si je parle de mes projets aux gens, j'ai peur qu'on me démotive, j'ai peur qu'on me pousse à me désengager, alors que j'aime ce que je fais. Donc, Madame Gédélia, en fait, au travers de votre expérience, est-ce que quand vous regardez là où vous êtes aujourd'hui, vous pensez que vous êtes satisfaite de ce que vous faites? Non. Je suis perfectionniste, comme je l'ai dit au départ, et je pense que je ne pourrai jamais être satisfaite. Même dans 15 ans, je ne pense pas que je serai satisfaite. Je vais toujours chercher à m'améliorer encore et encore. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place l'usine de transformation, bon, je dirais atelier de transformation qu'on est en train de mettre en place. On en a déjà un à Massina. Là, on est en train de mettre en place un autre atelier à Kibina. On en a 2 en ce moment. Et donc, je ne dirais pas que je suis 100% satisfaite, mais on a fait du chemin. Par rapport à hier, je faisais tout chez moi à la maison, chez moi carrément dans mon petit studio. Et aujourd'hui, quand même, on a 2 ateliers de transformation. On a une équipe des personnes compétentes, on a des soudeurs, on a des gens vraiment qui sont compétents, qui apportent leur plus. Et c'est des personnes qui sont plus âgées que moi, qui sont plus expérimentées que moi. Donc, travailler avec une équipe aussi compétente, pour moi, je dirais que c'est quand même un exploit. Vous êtes la responsable de combien de personnes? Et combien de personnes travaillent sous vous? Et vous travaillez avec combien de collaborateurs extérieurs? Les collaborateurs extérieurs, je n'en ai pas beaucoup. Il y a des promesses de collaboration, des promesses de partenariat, mais en ce moment, le collaborateur extérieur, je n'en ai qu'un seul. C'est les autres, c'est des promesses, c'est pas encore ça n'a pas encore abouti à quelque chose de concret. Nespresso, c'est pas la marque de café, là? Si, exactement. Je recycle les capsules de café de chez Nespresso, que l'on transforme en marmite, l'aluminium, et le marc de café, on le transforme en compost. Le compost, c'est ce qui sert pour le fumier, pour les jardins, exactement. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons là une dame qui fait du recyclage de capsules de café, voilà. Exactement. Et avec ces capsules de café, elle fabrique des marmites. Et avec le marc de café restant en fait dans les petites capsules, là, elle fabrique le compost qui sert de fumier. Voilà, c'est assez spécial et particulier, mais madame, vous évoluez seule maintenant ou bien vous évoluez avec un appui extérieur? Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu de subvention, ni d'appui extérieur. Je fais tout avec mes fonds propres. Et je ne vous dis pas, c'est très très compliqué de gérer une entreprise avec ses fonds propres. Mais gloire à Dieu, on est en train d'évoluer, on est en train de progresser. Donc, je bénis Dieu pour ça. De temps en temps, vous n'avez pas de subvention. Aujourd'hui, nous avons l'UNESCO, nous avons le PAM, nous avons... Voilà, qui peuvent bien vous appuyer là-dedans. Non, non, pas du tout. Vous les avez pas. Mais ce n'est pas encore concret. Donc, je pourrais ne pas en parler parce que ce n'est pas encore concret. C'est en discussion, c'est en négociation. Ce n'est rien encore concret de l'UNESCO. Madame, là, vous êtes, vous êtes entrepreneur, mais on aimerait savoir en dehors du ramassage, je dis ramassage d'ordures, mais bon, en dehors de l'entrepreneuriat et du fait que vous soyez dans le recyclage, vous faites autre chose parce que vous êtes multicasquette. Multicasquette, oui. Je suis également dans l'événementiel. Je travaille en partenariat dans une entreprise d'événementiel.
Et nous faisons de la décoration des événements, les mariages, les anniversaires, la mise à disposition des hôtes et hôtesses d'accueil, et également le service traiteur. Quel a été votre plus mauvais souvenir de la vie? Le décès de ma mère. Oui, ça a été quelque chose qui m'a d'abord marqué négativement. Ensuite, c'était très compliqué pour moi parce que je me disais que si je reste dans ça, ça va m'effondrer. Donc, j'ai transformé cette douleur en force. Et quel a été votre plus beau souvenir de la vie? Mon plus beau souvenir de la vie, je pense que j'en ai plusieurs. J'en ai vraiment plusieurs. Et j'en ai tellement que je ne sais pas par où commencer. Le plus beau? Le plus beau, le plus marquant. Le plus beau. Je m'en souviens, c'est lorsque ma mère m'avait dit je suis fière de vous. On revenait d'un mariage avec mon père, parce que mon père, vu qu'il est pasteur, il avait été invité pour célébrer un mariage. Ma mère, vous savez, dans les familles africaines, les parents ne sont pas très aimants, ne sont pas très affectifs en fait. Et ce jour-là, ma mère, c'était pour la première et la dernière fois qu'elle avait dit qu'elle était fière de nous. Et elle avait dit des paroles positives sur nous. Et c'était, je pense, ça n'arrivait qu'une seule fois, et c'est ce jour-là. Je me souviens, j'étais au collège. On revenait de la célébration d'un mariage et au retour, on attendait un taxi. Et du coup, ma soeur et moi, on commençait à chanter, on commençait à faire une chant de louange au goudron. Tout le monde nous regardait et disait « Ah, vous avez des très belles voix, vous chantez très bien. » Et là, ma mère a dit « Je suis fière de vous. » Et ce jour-là, ça m'a fait chaud au cœur parce que c'était la première fois que ma mère me disait ça. Et donc, c'était pour moi le plus beau souvenir et je le garde très précieusement dans mon cœur. Alors, Madame Gédélia, vous êtes très famille. Une question me passe par la tête, j'aimerais savoir, quelle est votre image d'un foyer? Parce qu'en tant que femme, on parle de l'aspect professionnel, on parle de l'aspect entrepreneurial. Quelle est votre image en fait du mariage? Déjà, vous, en tant que femme, est-ce que les hommes, avec tout ce que vous présentez, les hommes vous approchent facilement ou vous les faites fuir? Ah, la question que je redoutais le plus, c'est ça. D'accord. Et effectivement, avec tout ce que je représente, vu mon jeune âge, naturellement, je fais fuir les hommes. D'accord. Mais après, je me dis que c'est pas parce que certains hommes, je les fais fuir que forcément que tous les hommes vont fuir, parce que je suis encore très jeune, comme mon patron me le dit. Je n'ai pas encore rencontré toutes les personnes qu'il faut dans ma vie. Il faut juste rester patiente et la bonne personne finira forcément par frapper à la porte. Et votre image du mariage, c'est laquelle? L'image du mariage que j'ai, je partirai d'abord de ce qui se dit aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent beaucoup de la parité aujourd'hui dans le mariage, avec la modernisation. Et plusieurs personnes pensent que parce que je suis entreprenante, que je suis épanouie, forcément je suis féministe. Mais je dis que c'est faux, je ne suis pas féministe et je suis même contre la parité dans le contexte familial. Je suis pour la parité dans le contexte professionnel, à diplôme égal, compétences égales, salaire égal, qu'on donne la liberté aux femmes de s'exprimer, d'avoir les mêmes jobs, certains emplois, pareillement aux hommes, dans le contexte professionnel. Là, je suis parfaitement d'accord qu'il doit y avoir une égalité. Mais étant chrétienne et avec mes valeurs, les valeurs que mes parents m'ont transmises et les valeurs de notre coutume, on est des Bantous, on est en Afrique. Concernant le côté familial, je suis contre l'égalité. Vous êtes prête à vous soumettre, c'est-à-dire à vous laisser en griffe, hein? Peut-être pas ça, mais à vous laisser écraser par un homme? Non, pas laisser écraser par un homme. Quand on parle de la soumission, après, je ne sais pas, est-ce que mon raisonnement tient en compte des notions bibliques ou pas, mais moi je me dis que lorsqu'un homme aime une femme, on n'est pas obligé de prêcher à la femme du midi à 14 ans d'être soumise. Lorsque un homme aime sa femme et qu'il montre à sa femme qu'il l'aime, la soumission vient toute seule en fait. Parce que la relation, le mariage, c'est deux personnes. C'est comme une collaboration où chacun se complète.
c'est une complémentarité. Parce que, prenons le cas de la Bible, lorsque Jésus-Christ est mort, il a dit qu'il est mort à la croix pour tout le monde. Il n'a pas dit qu'il est mort à la croix pour un homme ou pour une femme. Donc, ce qui fait que l'être humain, femme ou homme, est d'abord complet en Christ. Dans ce que Jésus-Christ nous a laissé à la croix, dans ce que l'on a déjà en nous, on vient se rajouter à l'autre et ensemble, on forme une seule chair en fait. Et pour moi, par rapport à ces raisonnements-là, je dis que l'homme et la femme se complètent. L'homme est le chef de la famille et la femme est le second. Mais être second, peut-être que c'était très mal compris, mais être second ne signifie pas qu'on peut se laisser facilement écraser ou qu'on doit accepter tout sans avoir son mot à dire. Pas du tout. Moi, je me dis que dans un mariage, tout part par le dialogue. Beaucoup de gens ont pu avoir leurs opinions. Moi, je me dis que le but de le mariage, donc, ce qui est indispensable de mariage, ce n'est pas forcément, je dis bien forcément, ce n'est pas forcément l'argent, ce n'est pas forcément le sexe, c'est d'abord la communication. Et s'il arrivait que vous rencontriez un mari qui vous demandait d'arrêter avec votre compagnie parce qu'il supporte mal le fait que son épouse ramasse les ordures? Ce que j'ai en moi, c'est Dieu qui l'a mis en moi. Et donc, si cette personne vient de Dieu, notamment cette personne doit accepter le fardeau que Dieu m'a donné. Parce qu'aujourd'hui, le ramassage d'ordures, c'est devenu une passion pour moi. C'est mon gagne-pain. Je vis de ça. Et donc, si cette personne-là vient me dire d'arrêter, et qui même s'il peut m'offrir tout l'or du monde, m'offrir les maisons, les voitures, tout ça, mais pour moi, c'est ma raison de vivre. Non seulement c'est ma raison de vivre, je contribue également au développement durable de mon pays. Alors, à noter, chers téléspectateurs, que Madame Gédélia, en fait, lance également un appel à vous tous qui avez dans vos maisons peut-être une grande bibliothèque ou bien beaucoup de papier, beaucoup de cartons, que vous voulez vous débarrasser de ces ordures-là. Alors, vous pouvez toutefois lui faire appel, c'est ça? Exactement. Pour pouvoir lui remettre cela, peut-être gratuitement. Tout simplement parce que elle vous permettra aussi de libérer vos espaces, mais elle a également besoin de ces cartons, de ces papiers pour pouvoir justement évoluer dans son activité. Chers téléspectateurs, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Donc, madame, c'est notre rubrique Mouébara. La rubrique Mouébara a été mise en place en fait pour pouvoir permettre à ce que les femmes on sache un peu plus sur la loi Mouébara. La loi Mouébara, Madame Gédélia, vous avez déjà entendu parler de la loi Mouébara. Voilà, ça a été promu par la ministre de la Promotion de la Femme pour permettre à ce que les droits des femmes soient respectés, pour rétablir les femmes dans leurs droits. Les veuves dans leurs droits, les femmes dans leurs droits. Donc voilà un peu l'essence même de l'existence de la loi Mouébara. Et dans les émissions suivantes, nous aurons sûrement le ministère de la Promotion de la Femme qui sera là pour pouvoir justement nous en dire un peu plus sur les différents articles. Nous ne sommes peut-être pas habilités à véritablement en parler, nous échangeons dessus, mais nous savons que très bientôt nous recevrons quelqu'un du ministère qui viendra sur le plateau de F-Active pour pouvoir nous en dire plus sur les différents articles de la loi Mouébara. Mais à noter déjà qu'il y a une différence entre filles et femmes. Exactement. La fille, c'est l'être de sexe féminin âgé de moins de 18 ans, et la femme, c'est un être de sexe féminin âgé de plus de 18 ans. Donc, une manière pour nous déjà de savoir qu'une fille âgée de moins de 18 ans n'est pas une femme. On ne dit pas la femme là alors qu'elle a moins de 18 ans. On ne dit pas la fille là alors qu'elle a plus de 18 ans. Voilà, c'est déjà une manière pour nous de corriger une mauvaise habitude que nous avions. Madame, nous venons donc là de faire un peu le tour de la question sur la loi Mouébara. Mais madame, question F.
Les questions F, ce sont des questions que nous posons à toutes les femmes qui viennent sur notre plateau. Vous êtes prêtes? Oui. Est-ce que vous pensez qu'au Congo, le Congo pourrait être un jour dirigé par une femme? Absolument, pourquoi pas. Après, c'est vrai que ça sera peut-être un grand challenge à relever, mais il y a des femmes qui émergent en politique en ce moment. Je vois des femmes qui portent la vision, qui sont patriotes. Et donc, c'est vrai que ce sera un grand défi à relever, mais peut-être dans les années à venir, quand on verra une femme diriger le pays. Et je serais très contente si je vois une femme à la tête du pays. De toute façon, on a des femmes quand même qui ont une vision à porter, qui ont des bonnes idées, qui ont des bonnes initiatives. Et c'est juste que parce que je dirais qu'on est un peu dans les stéréotypes, on est un peu, mais sinon, si on peut donner la chance à la femme de diriger le pays, pourquoi pas. Et si on vous demandait de définir la femme en 2-3 mots, que diriez-vous? La femme en 2-3 mots. Premièrement, déjà la femme, je dirais, elle est créatrice, forte et puissante. Voilà, chers téléspectateurs, Madame l'a dit, créatrice, forte et puissante. C'est la définition qui est là de la femme. Mais Madame, la parité, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur la représentativité des femmes au poste de direction et également la parité 50-50, 50 hommes pour 50 femmes au poste de direction? Au Congo, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Il y a encore des inégalités dans le monde professionnel. On n'accorde pas assez de confiance aux femmes, sous prétexte qu'on se dit que les femmes ne sont pas assez intelligentes, ne sont pas assez compétentes que les hommes. Mais je pense que c'est faux. Les femmes ont également, on doit donner la chance aux femmes de s'exprimer également. Vous avez des exemples de réussite? Des modèles Oui, féminins voilà. Des exemples, oui. Oui. J'en ai, mais je préfère ne pas citer pour éviter de créer des polémiques. Voilà, donc, chers téléspectateurs, c'était F Active, le magazine de la femme. Là, nous venions de recevoir une dame, Madame Gédélia, qui est dans le recyclage. C'est quand même assez spécial. Je crois que vous avez vu tout ce qu'elle peut faire. Donc, vous également qui nous avez suivis, si vous êtes intéressés, appelez sur les numéros de téléphone qui apparaissent, prenez directement contact avec Madame Gédélia pour permettre à ce que vous en sachiez plus. Si vous voulez également des formations auprès de Madame Gédélia, elle est ouverte pour cela. Et également, vous qui voulez contribuer à l'avancement de son activité, de son entreprise également, elle est ouverte à toute proposition et surtout à toute aide qui pourrait lui permettre aujourd'hui de représenter le Congo au niveau international. Parce que voir une jeune dame de moins de 30 ans déjà se lancer de cette manière et surtout avec autant de hargne, elle se démarque aujourd'hui, c'est déjà une très bonne chose. Il serait important que vous puissiez également encourager cette bonne volonté au féminin. Madame, un dernier mot? Un dernier mot, c'est que j'encourage les jeunes filles à ne pas se limiter. Parce qu'autour de moi, avec la génération qui est notre génération actuelle, on voit beaucoup de filles sont matérialistes, beaucoup de filles se laissent avec des mœurs légères. Tout ce que j'aimerais dire aux jeunes filles, c'est de ne laissez pas votre situation familiale ou le manque de moyens vous limiter. Si peut-être que moi, je ne dirais pas que forcément je suis un modèle de réussite, mais si j'ai quand même pu faire un pas en avant, malgré d'où je suis issue, malgré ma condition sociale, alors c'est que tout le monde aussi peut le faire. La leçon de F Active aujourd'hui est avec peu, on peut réussir. Merci de nous avoir suivis et surtout, excellente suite de programme sur Télé Congo.